Bonjour à tous, on se retrouve comme prévu pour notre seconde leçon sur les mathématiques. Je vous ai dit la dernière fois que nous allons faire 20 leçons de mathématiques en classe de première C et D. La dernière fois, nous avons commencé avec la leçon sur les applications. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon sur fonction numérique d'une variable réelle. Donc, comme habituellement, nous avons deux parties. La première partie, c'est la synthèse de cours et la seconde partie, c'est réservé au quiz. Sans plus tarder, nous allons commencer. Synthèse de cours. Alors, qu'est-ce que fonction numérique d'une variable réelle? Une correspondance f de l'ensemble de départ A vers l'ensemble d'arrivée B est appelée fonction si un élément de A admet une seule image dans B. Alors, notez qu'une fonction n'est pas forcément une application, comme nous allons voir dans l'exemple qui va suivre là. Ceci est tout simplement parce que certains éléments de l'ensemble de départ peuvent être sans image dans l'ensemble d'arrivée B. Alors, notation, lorsque vous avez f a flèche b, et comment ceci se lit? Ça se lit tout simplement en fonction f de l'ensemble de départ a vers l'ensemble d'arrivée b et qui à x associe y. Lorsque vous avez l'écriture y égale à f de x, vous allez lire que l'image de x par f est y, ou tout simplement y est l'image de x par f. Et lorsque l'ensemble A et B sont des sous-ensembles de R, on va tout simplement dire que f est une fonction numérique d'une variable réelle. Alors, exemple 1, la correspondance que vous voyez là, c'est-à-dire celle qui va de R dans R+, qui a x associé racine carrée de x, est une fonction car un élément x de R a une seule image dans R+. Par contre, ce n'est pas une application parce que vous allez prendre par exemple l'élément -1 et vous n'allez pas pouvoir calculer l'image de -1 parce que la racine carrée de -1 n'existe pas par définition, n'existe pas dans R. Bien sûr, en terminale, l'année prochaine, vous allez voir que les racines carrées négatives vont exister, c'est-à-dire on va pouvoir calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ça, c'est réservé pour la classe de terminale dans ce qu'on va appeler les nombres complexes. Mais pour le moment, nous travaillons dans R et dans R, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Alors, grand 2, domaine de définition. Peut-être vous avez déjà entendu parler de domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord mettre sur pied une fonction et son domaine de définition, c'est quoi? À ne pas confondre avec son ensemble de départ. C'est vrai, le domaine de définition doit être un sous-ensemble de l'ensemble de départ. Alors, la définition que je vais vous proposer est la suivante. Le domaine de définition d'une fonction est un sous-ensemble D de A, de son ensemble de départ, tel que f de x existe. Donc, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ pour lesquels on peut calculer une image. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et en général, on note cet ensemble df. Le f pour la fonction, d pour domaine, donc domaine de définition df de la fonction f. Comme exemple, nous allons prendre cet exemple 2. En prenant l'exemple 1, voilà, on va forcément revenir sur l'exemple 1. Le domaine de définition df de notre fonction f est quoi? Alors, je dis ici, c'est R+. Mais comment on fait pour avoir R+? Il faut d'abord se poser la question, quels sont les éléments pour lesquels on peut calculer la racine carrée de cet élément? Parce que c'est comme ça qu'est définie la fonction f. Donc, quand vous allez trouver cet ensemble d'éléments, c'est cet ensemble-là que vous allez appeler domaine de définition. Et comme les nombres réels, les nombres négatifs, pour les nombres négatifs, on ne peut pas calculer la racine carrée. On va tout simplement dire que cette fonction est définie seulement pour les nombres positifs. Ça veut dire que son ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels positifs, qu'on a ici noté R+. C'est ça son ensemble de définition. Bien, nous allons passer à la représentation graphique sur le grand 3. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On munit d'abord le plan d'un repère
orthogonal ou IG. Orthogonal, c'est un peu différent de orthonormé. Orthogonal, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires et on n'a pas forcément les mêmes mesures sur l'axe des abscisses que sur les axes des ordonnées, ce qui n'est pas le cas pour les repères orthonormés. Pour un repère orthonormé, un repère déjà orthonormé est un repère orthogonal. Maintenant, les mesures sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées sont exactement les mêmes et sont égales à 1 à chaque fois. Orthonormé. Orthonormé. Ok, peut-être on va faire un cours sur les repères, mais pour le moment, concentrons-nous sur la représentation graphique des fonctions. On considère la fonction f de l'ensemble de départ A vers l'ensemble d'arrivée B. C'est une fonction numérique à variable réelle. Alors, l'ensemble c'est f des points x et y du point P, du plan P, tel que y soit égal à f de x est appelé courbe représentative de la fonction f ou représentation graphique de f. En fait, c'est quoi? C'est l'ensemble. En fait, quand vous prenez un point x, que vous pouvez calculer l'image, vous notez son image y. Reprenons x1, son image y1, x2, son image y2, x3, son image y3. Vous prenez cet ensemble de points x1, y1, vous placez dans votre repère x2, y2, vous pointez sur votre repère x3, y3, vous pointez sur votre repère et après vous reliez. Quand vous reliez ça, cet ensemble-là que vous formez, la courbe que vous formez sera appelée représentation graphique de votre fonction. Donc vous allez avoir un ensemble infini de points en général. Donc x1, x2, x3, x1, c'est-à-dire x1, les points x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 jusqu'à xn, yn et puis on continue comme ça. Et vous placez ces points et puis vous reliez maintenant et on aura une représentation graphique. Ça c'est à la base, c'est qu'on doit faire. Mais en pratique, on ne fait pas ça comme ça parce que ça serait fastidieux. Ce qu'on fait en général, c'est de vous donner une méthode d'étude de fonction et à la fin, vous allez juste donner l'allure de la fonction. C'est un ensemble de choses à maîtriser qu'on va vous enseigner dans des prochains cours. Donc pour le moment, il faut comprendre juste le principe, que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et puis maintenant, on vous donne la manière pratique de comment ça se fait en général. Bien. Donc voilà un exemple. La fonction f qui a x associé racine carrée de x et qui va de r dans r+, est représentée comme vous voyez là. Donc c'est la représentation graphique de la racine carrée d'un nombre. Bien. Alors nous allons poursuivre notre leçon en parlant de fonctions associées. Les fonctions associées, il faut d'abord, quand on dit fonction associée, on associe à une fonction existante. Donc il faut d'abord prendre une fonction f, qu'on connaît sa courbe représentative, c'est-à-dire on sait la tracer. Et ensuite, on prend certaines autres fonctions qui sont attachées à f. Par exemple, la fonction qui a x associé moins f de x. C'est une fonction associée à f. La fonction qui a x associé f de moins x, c'est une fonction associée à f. La fonction qui a x associé valeur absolue de f de x, c'est encore une fonction associée à f, ainsi de suite, ainsi de suite. Le plus important ici, c'est de savoir comment tracer la courbe représentative d'une fonction associée à partir de la fonction f. Une fonction associée à f, à partir de la fonction f. Alors, si vous avez déjà tracé votre fonction, la courbe représentative de votre fonction f, comment est-ce qu'on va procéder pour calculer ou pour tracer la courbe représentative de la fonction associée moins f, par exemple. Donc, regardez le schéma. Je vais zoomer sur le schéma. Voilà, comme ça, tout le monde va voir de quoi je suis en train de parler. Donc, si vous avez la fonction f qui est définie, on définit à présent g comme moins f. Comment on va tracer la courbe de G? C'est juste l'image de la courbe CF par la réflexion d'axe OX, tout simplement. Donc sur le schéma, vous allez voir en rouge la courbe de F et en bleu celle de G.
Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en général et dans toutes les autres fonctions associées. Il y a toujours une transformation à faire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser lire tout simplement. Vous avez les différentes images ici que vous pouvez utiliser. Parlons à présent de minoration et majoration. C'est souvent des thèmes qui dérangent beaucoup d'élèves, mais c'est en fait pas compliqué. Je prends la définition. Je prends f, une fonction définie sur un ensemble E. F est minoré sur E s'il existe un nombre réel m tel que f de x soit supérieur ou égal à m, quel que soit x qu'on va prendre dans E. On va dire que f est minoré sur E. Donc, il faut l'existence justement de ce nombre m qui est plus petit que tout le monde en fait. C'est ça, le minorant. Voilà. Et majoré, c'est exactement de la même manière. Il faut l'existence d'un nombre grand M qui dépasse tout le monde, c'est-à-dire qui dépasse tous les f de x pour tous les x qu'on va prendre dans E. À ce moment, on va dire que f est majoré sur E parce qu'il existe un majorant. Il existe cet élément grand M qui majore tout le monde, un élément grand M pour lequel, quel que soit x élément de E, f de x soit plus petit ou égal à grand M. Et lorsque les deux éléments petit m et grand m, c'est-à-dire minorant, majorant, existent, on va dire que f est borné sur E. Donc voilà tout simplement la définition pour minorant et majorant qu'il faut savoir. Et schématiquement, ça donne ceci. Je prends une courbe pour laquelle on peut bien apercevoir le minorant petit m et le majorant grand m. Et puis voilà. Donc ce schéma illustre parfaitement ce qu'on vient de dire à propos des minorants et des majorants. À présent, nous allons passer à un autre point, la comparaison de fonctions. Quand on dit comparaison de fonctions, il faut absolument qu'on ait au moins deux fonctions sous la main. Ici, on va prendre f et g, deux fonctions numériques à variable réelle, bien sûr, définies sur un ensemble E. F est inférieur ou égal à G, ça c'est la définition que je suis en train de vous donner. Cela signifie que f de x sera plus petit ou égal à G de x, et ceci quel que soit x sur E. Est-ce que j'ai bien dit f est inférieur ou égal à G sur E? Sur E. Voilà. Ça c'est parce qu'on va prendre tous les x dans E pour que f de x soit plus petit ou égal à G de x. Ça c'est la définition de f inférieur à G ou inférieur ou égal à G sur E. Et supérieur ou égal, ça sera exactement la même chose. L'égalité, ça sera exactement la même définition. Strictement supérieur, ça sera la même définition. Strictement inférieur, ça sera la même définition. Et je vous laisse ici avec un quiz. Comme je vous ai dit, notre cours a deux parties. La première partie, c'est la synthèse de cours et la seconde partie c'est réservé au quiz. Donc maintenant je vous propose ce quiz avec des indications. Donc je prends la première question par exemple, soit f et g les fonctions définies par f de x comme vous voyez, 1 sur x plus 2, g de x moins 1 sur x moins 3, et on vous demande de déterminer le domaine de définition de f et de g. Alors, vous cherchez parmi les propositions A, B, C, D, celles qui sont vraies. Donc, à chaque fois, vous cochez des propositions vraies. Bon, ici, on vous a quand même indiqué en représentant en couleur les bonnes réponses. Ceci, habituellement, n'est pas fait ainsi parce que vous serez tenté d'aller juste prendre la bonne réponse. Mais ce que je vous encourage de faire, c'est de prendre cet exercice, de traiter, c'est-à-dire de chercher d'abord les ensembles de définitions comme on vous a demandé et ensuite de venir comparer si vous avez trouvé la bonne réponse. Vous cherchez, si vous ne trouvez pas, à ce moment, vous venez regarder la bonne réponse et regarder l'indication. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on dit que c'est ça la bonne réponse. Bon,
Attardons-nous sur le petit 1. On dit que voilà, il faut déterminer les domaines de définition. On va ici avoir que le domaine de définition de la fonction f, c'est r privé de moins 2. Donc, c'est la première proposition est vraie. Et ceci est pourquoi, car, voilà, on a justifié, car x plus 2, c'est-à-dire le dénominateur de la fonction f, x plus 2 est différent de 0. Comme il est différent de 0, alors x sera différent de moins 2. Donc voilà la justification du fait que la proposition A est vraie, c'est-à-dire du fait que le domaine de définition de la fonction f soit égal à r privé du singleton moins 2. Donc vous continuez, est-ce que la proposition B est vraie? Voilà, est-ce que la proposition C est vraie? Est-ce que la proposition D est vraie? Ainsi de suite. Donc voilà comment vous allez procéder pour résoudre votre quiz. Donc voilà des quiz comme ça. Avec le deuxième, c'est exactement la même chose. On vous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Ici, vous avez 4 propositions. Est-ce la première petite a qui est vraie, la deuxième petit b qui est vraie, la troisième petit c qui est vraie ou la quatrième petit d qui est vraie. Et si c'est vrai, pourquoi? Dites pourquoi. Donc ne vous attardez pas sur les propositions juste qu'on vous a donné, c'est-à-dire les propositions en couleur. Faites d'abord l'exercice et après regardez si vous avez la bonne réponse. C'est comme ça que vous allez faire pour grandir en mathématiques. Bien, alors je vais faire défiler les autres exercices pour que vous puissiez prendre en main ces exercices-là. Donc voilà. Il y a beaucoup de fonctions ici que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre ce cours sur fonctions numériques à variable réelle. Donc voilà, exercice 6. Ici, nous avons maintenant la fonction avec racine carrée. Les fonctions comme ça, il faut aussi savoir déterminer leur ensemble de définitions. Nous avons ici à l'exercice 8, la fonction avec valeur absolue. Ici, il est question de savoir ce que c'est, comment construire ces genres de fonctions. Et aussi, bien sûr, en passant par le domaine de définition. Dans la fonction 9 aussi, vous est aussi présenté, c'est la fonction polynôme, qui est ici une fonction quadratique, parce que c'est un polynôme de degré 2. Et il est question de déterminer son ensemble de définitions. Je vous propose aussi l'exercice 10, qui est ici une fonction homographique. L'ensemble de définitions, il faut le déterminer. Exercice 11, aussi là, question de voir si vous avez maîtrisé le point sur l'égalité de deux fonctions, la comparaison de fonctions, voilà. C'est le but de l'exercice 11 sur lequel je suis en train de revenir, donc voilà. Ensuite, on passe à l'exercice 12. C'est pas très compliqué. Ici, il faut déterminer les ensembles de définitions. Des choses pas compliquées. Exercice 13, ensemble de définitions. Nous mettons vraiment un accent sur les ensembles de définitions parce que si vous ratez un ensemble de définitions au départ, ça sera très compliqué pour vous de poursuivre sur le même exercice. Donc, il faut vraiment passer du temps pour mieux comprendre comment on fait pour déterminer un ensemble de définitions pour une fonction donnée. Et puis voilà le dernier exercice qui va marquer la fin de ce cours, la fin de cette leçon, la deuxième, sur la suite de notre programme. Voilà, merci de l'avoir suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire. Et restez sur la chaîne Samuel Mouchili. N'hésitez pas à poser des questions comme je viens de le dire. Et rendez-vous la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis, prenez soin de vous et à plus tard.